Bonjour à tous et bienvenue à ce désormais traditionnel événement de mi-année. On essaie de vous faire part de nos prévisions en toute fin d'année pour l'année qui vient et puis donc au mois de juin pour le reste de l'année. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec un format un petit peu différent où on essaie de se poser les 10 questions qui nous semblent vraiment importantes de se poser pour cette deuxième partie de 2024 qui a apporté son lot de surprises. On voit bien que les crises ne s'enchaînent pas, elles se superposent et on pensait surtout au retour du risque économique, à la normalisation. On voit bien que le risque politique, on l'avait un peu en tête avec les élections européennes, les élections américaines surtout, et on voit on n'est pas déçus. Donc on va essayer de se poser ces questions avec tous les experts de la recherche Natixis CIB sous ce format de 10 questions. Alors vous allez voir, on va sans doute switcher un petit peu en anglais parce qu'on a pensé que c'était quand même important d'avoir nos experts, notamment sur la situation américaine. Donc on aura des questions qui seront, où on passera en anglais pour avoir plus de fluidité avec nos experts anglo-saxons qui vont nous joindre, que ce soit de New York ou nos experts qui sont venus nous rejoindre d'Asie, du Japon ou de Chine. Donc on est vraiment dans ce scénario global, finalement, si on se compare avec le début d'année de nos prévisions. En termes de croissance, finalement, on est sur un phénomène pas si mauvais de croissance. C'est pas un Goldilocks scénario, mais on est quand même, si on se projette ou si on regarde un peu sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année, où on a plutôt révisé à la hausse toutes les croissances et on continue de le faire finalement. Les États-Unis vont être au-delà de 2% de croissance, 2,3%, donc très très proche de leur, et même un peu au-dessus de leur croissance potentielle. La Chine finalement a fait un très bon premier trimestre, donc on va être probablement pas si loin des 5 de Xi Jinping. Alors officiellement c'est sûr, mais nous on est un petit peu plus, vous savez, prudent sur la Chine dès cette année, mais surtout dans le futur. Mais quand même, dès cette année, on devrait être autour de 5%, qui est peut-être pas si loin du croissance potentielle chinoise. Donc les deux gros moteurs de la croissance mondiale sont finalement assez présents. Et puis finalement, l'Europe va nous faire quelque chose de 0,7, 0,8, donc là aussi pas si loin de son potentiel. La France, on continue pour l'instant à avoir 1,1% de croissance, là aussi un acquis de croissance, on est déjà à 0,5, 0,6, donc il faudra vraiment que ça s'écroule. On a les JO, on a des choses qui peuvent peut-être compenser le risque politique et peut-être que ça ne se traduit pas en choc pour la consommation. On va discuter de tous ces sujets, mais juste pour regarder un petit peu la big picture, il nous semble quand même que les gros moteurs de l'économie mondiale ne sont pas si mauvais que ceux-là. États-Unis, Europe, Chine et puis le Japon qui ralentit mais qui est pas si loin de son potentiel, et toutes ces économies qui sont les nouvelles alternatives à la Chine, j'ai envie de dire, évidemment au premier lieu desquelles on peut penser à l'Inde. L'Inde qui a fait un premier trimestre assez incroyable à plus de 8%. L'Inde va être autour de 7% de croissance cette année. On a tous ces moteurs, pour le coup, qui restent allumés. Et puis le deuxième, vraiment l'énorme sujet de ces 2 dernières années, qui était encore notre sujet de fin de 2023 quand on se projetait dans cette année 2024, c'était l'inflation. Est-ce que l'inflation va avoir un nouveau régime d'inflation? On va rester à 3-4% avec une boucle prix de salaire. Notre scénario, c'était, vous le savez, celui de la désinflation. Alors évidemment, maintenant, c'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile, mais quand même, il nous semble assez évident aujourd'hui de pouvoir affirmer que l'inflation, c'est pas qu'elle est derrière nous, mais en tout cas, l'espèce de bulle inflationniste, d'hyperinflation, on peut presque parler de ça, où on avait 10,6% d'inflation en octobre 2022, on a 2,6% aujourd'hui. On va parler avec nos experts des salaires allemands. Il y a évidemment des risques, mais il nous semble quand même que notre scénario de voir une inflation qui revient à une nouvelle normalité autour de 2, un peu plus que 2, mais pas quand même, pas 5, quoi. Et donc, il nous semble que les banques centrales vont pouvoir se lancer dans ce fameux cycle de baisse des taux. Il est déjà initié par la Suisse, par des pays nordiques, par plein de banques centrales. Depuis le début de l'année, il y a plus de banques centrales à baisser les taux qu'à les monter. Et puis la BCE, ça y est, a déclenché toute seule comme une grande son dernier meeting, cette baisse des taux, et il nous semble que ça va se poursuivre. Donc, mis bout à bout, si vous voulez, on a quand même cette croissance qui se tient pas mal, une désinflation qui va redonner du pouvoir d'achat, encore une fois, la consommation, c'est 60% du PIB américain, c'est 50% du PIB français, donc on est sur des dynamiques de consommation qui nous semblent pas mauvaises.
Et en plus de ça, vous allez avoir le deuxième effet qui se coule des banques centrales qui vont pouvoir baisser les taux et ça va redonner un petit peu d'allant. On peut penser au marché immobilier, notamment résidentiel, qui s'était très fortement contracté l'année dernière, à moins 40% de distribution de prêts de crédit, sauf s'il était dans le groupe BPCE évidemment. Mais globalement, vraiment un gros choc sur le crédit. Et on peut imaginer qu'avec les baisses des taux, on a des conditions financières qui s'améliorent. Donc on est sur quand même un scénario macroéconomique global au sein de la recherche qui est un peu rassurant, mais quand même, on reste dans ce scénario, il nous semble, central d'une croissance qui se tient pas mal, d'une désinflation qui devrait continuer et de la majorité des grandes banques centrales, avec l'exception notable de la Banque du Japon, mais la grande majorité des banques centrales de l'OCDE vont se mettre à baisser leurs taux cette année. Et ça va être quand même le vrai pivot qu'on attendait pour 2024. Il est un peu plus tard que prévu, mais il nous semble être bien là et on va le voir en cette deuxième partie d'année. Voilà, on se lance dans cette petite heure avec 10 questions pour le reste de l'année 2024. Bienvenue à notre Media Outlook pour le reste de l'année 2024. Voilà, première question, il nous semble importante, c'est quand même autour de l'économie européenne. À plein d'égards, hein. Encore une fois, je le disais, les US, la Chine, nous allons en parler plus en avant, plus après. Mais sur l'économie européenne, on a eu évidemment plein de questions sur 2024. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en France notamment, il y a évidemment plein de questions. Donc on va commencer par ces discussions autour de l'Europe. Et donc j'accueille Nathalie Dezer, qui est notre chef des économistes en Europe notamment. Et puis notre analyste, notre stratégiste senior sur les taux, Benoît Gérard. Donc je vais peut-être commencer avec toi, Nathalie. Du coup, si on commence par la zone euro, par l'Europe en général, on va dire, la situation, où est-ce qu'on en est de la situation macroéconomique et qu'est-ce que changent à cela les élections européennes ? Alors d'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors sur la situation macro, ce qu'on peut dire, c'est que le début de cette année a été plutôt positif puisqu'on a eu une croissance de 0,3% du PIB en zone euro après 2 trimestres de baisse en 2023. Et par ailleurs, on a observé un rebond de la consommation des ménages qui peinait en effet à retrouver un petit peu d'allant. Ce rebond a commencé à se mettre en place au début de cette année. Si on regarde un petit peu les indicateurs avancés dont on dispose, la croissance devrait continuer à progresser au deuxième trimestre. On a des indicateurs avancés qui se redressent, et notamment dans le secteur industriel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plus globalement, sur le scénario, l'élément principal est évidemment l'évolution de la demande intérieure et en particulier de la consommation des ménages. Et sur ce point, on peut être encore positif en zone euro. On a vu en effet qu'on a une désinflation qui est bien en place, des salaires qui progressent à un rythme relativement soutenu, même si c'est pas le même rythme dans tous les pays, mais globalement, on a quand même des salaires réels qui sont aujourd'hui positifs en zone euro, et on a un marché de l'emploi qui est resté extrêmement solide au cours des derniers trimestres. Alors juste pour vous donner un petit chiffre, en fait en zone euro, on a 1 600 000 emplois qui ont été créés entre le premier trimestre 2023 et 2024. Donc c'est pas rien, et c'est un élément qui devrait en effet soutenir la dynamique intérieure et notamment la consommation des ménages. Et pour conclure sur cette parenthèse macro, en fait, en ce qui concerne l'investissement des entreprises, là aussi, on devrait avoir un contexte plus favorable, puisque la demande intérieure s'affermit et la demande externe montre également des signes de reprise. Donc l'investissement des entreprises devrait progressivement reprendre de l'allant, d'autant plus que, comme tu le disais, on s'attend à une baisse des taux des différentes banques centrales et de la Banque centrale européenne qui a déjà commencé. On a beaucoup de questions, on parlera de la Banque centrale européenne après, mais on a beaucoup de questions justement sur cette espèce de boucle prix-salaire que surveille comme le lait sur le feu la Banque centrale européenne. Alors tu le disais, la situation du marché du travail reste bonne, mais on voit quand même que le chômage remonte dans pas mal de pays en Europe. Il y a beaucoup de questions autour de l'Allemagne, de la dynamique salariale. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des hausses de salaire qu'on a pu voir en Allemagne qui grossit un peu le trait sur les salaires, qui ralentissent mais pas si vite que ça, notamment du fait de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça ?
Il ne faut pas s'inquiéter de cela parce que quand on regarde un petit peu les projections qu'on peut avoir, notamment de la Bundesbank, la situation dans les trimestres à venir sera plutôt un ralentissement. Et en fait, quand on regarde pays par pays, en tout cas, si on regarde la France, l'Italie, l'Espagne, on a des salaires qui ont commencé à ralentir. Donc on n'est pas du tout sur une boucle prix-salaire dans ces pays-là. Donc la situation de l'Allemagne est particulière, mais ça devrait quand même se dissiper dans les prochains trimestres et avec l'absence du risque de la mise en place d'une boucle prix-salaire. Alors, il faut quand même qu'on parle de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. La France dans tout ça, comment ça se situe en termes macroéconomiques? Et puis après, on parlera peut-être de la situation, évidemment, politique éventuelle. On a publié un petit papier là-dessus, vous savez, sur les différents scénarios et ce qui pourrait se passer. Mais peut-être d'abord sur la situation macroéconomique France, so far, jusque-là. Et ensuite, on parle des élections. Alors jusqu'ici, tout va bien. Hein. J'ai envie de paraphraser un petit peu un célèbre film. Mais en effet, sur la situation macro, on a plutôt une économie française qui s'est montrée très résiliente au cours des derniers trimestres. On a eu une croissance de 1,1% en 2023 en France, donc nettement plus qu'en zone euro. Et l'avance de la France sur la zone euro devrait se maintenir, si l'on en croit notre scénario et sur les éléments qu'on a aujourd'hui. On a une dynamique de consommation qui commence à s'affermir et là aussi, sur les mêmes facteurs, un petit peu qu'en zone euro, on devra avoir une accélération progressive de l'activité. Et on a aussi le facteur commerce extérieur qui a été plus positif pour la France que pour certains pays de la zone euro. Donc des éléments qui sont plutôt rassurants et qui nous permettaient d'envisager, il y a encore quelques jours, une progression de l'activité en France, du PIB de l'ordre d'un peu plus de 1% cette année. Et d'ailleurs, on regardait les projections pour la France et avaient tendance à être révisées légèrement à la hausse. Justement, alors juste pour terminer peut-être sur la France, vous savez, on a un indicateur avancé qui marche très bien chez Natixis. On a été parmi les meilleurs prévisionnistes pour l'ET1. Qu'est-ce qu'on voit à la fin des deux derniers trimestres de cette année? On voit quoi? On est sur une croissance qui devrait se situer en rythme trimestriel autour de 0,3-0,4% au cours des prochains trimestres. Alors, le risque géopolitique, maintenant, il est politique et il est français. Est-ce que l'OAT Bund est le nouveau BTP Bund, qui est le nouveau thermomètre du risque européen? Est-ce que c'est ça qu'il faut regarder si vous voulez regarder tous les actifs risqués, l'euro, etc.? Alors, la France n'est pas l'Italie, on n'a pas les mêmes fondamentaux, mais ce qui est certain, c'est que le spread a beaucoup réagi. Le marché n'aime pas le risque, et encore moins l'incertitude. Et cette incertitude, elle concerne évidemment la politique fiscale d'un gouvernement alternatif, disons. Notre scénario de base, ça reste quand même 3 blocs distincts, mais qui n'ont pas de majorité. Donc, dans ce genre de contexte, c'est difficile d'imaginer un vrai dérapage fiscal, donc un vrai dérapage du spread OAT Bund. On pense que le niveau actuel aujourd'hui, la fair value, c'est à peu près le niveau actuel. Je pense que ça concentre à peu près l'ensemble des risques possibles qu'on peut voir. Il peut y avoir un peu de volatilité, ça peut remonter peut-être jusqu'à 100 BP sur un événement de marché. On va peut-être avoir des annonces de la part de la Commission sur des procédures de déficit excessif. On aura peut-être une adjudication qui peut peut-être mal se passer, mais c'est pas le scénario de base. Le scénario de base, c'est le niveau actuel pour l'instant, et ça devrait être un niveau d'équilibre même après l'élection. Quel est le range là entre 60 et 80 BP. 60 et 80, ouais, voilà. Donc, ok, donc ça, peu de raison que ça aille beaucoup sous les 60 dans le contexte politique et l'incertitude. C'est le nouveau 50. Mais voilà, c'est le nouveau 50 qui était lui-même le nouveau 40. Mais voilà, on est sur un truc autour de 60-80. Qu'est-ce qui pourrait faire un peu exploser le spread? Qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller qui pourrait être le trigger de justement que ce range soit durablement cassé? Alors, ce qui a beaucoup fait réagir les marchés en 2011-2012 et en 2017, c'est la possibilité que la France modifie un peu la nature de ses relations avec l'Union européenne et un risque de fragmentation de la zone euro. C'est quelque chose qu'on avait vu de manière très, très évidente en 2011-2012. Donc, on voit un petit peu ça revenir dans le pricing des CDS français. Mais à ce stade, ça reste un événement de queue de distribution. Et qu'est-ce qui est un peu rassurant? C'est quoi les éléments qui permettent de penser que ce ne sera pas le cas? Parce que déjà, encore une fois, on ne voit pas de gouvernement avec une majorité absolue. Donc ça limite un peu le potentiel de dérapage. Et surtout, c'est une situation institutionnelle un peu inédite, dans la mesure où on aurait quand même toujours un président de la République qui serait encore un soutien assez important au projet européen de la France.
Donc ça limite aussi, et puis il y a la discipline de marché évidemment qui ramène en général les gouvernements oui, on avait à une vu forme de réalité. Avec Liz Truss en Grande-Bretagne, il avait fallu 4 jours pour arrêter toute idée de dépenses excessives fiscales, mais bon, encore une fois, la France, tu le disais, n'est pas l'Italie, n'est pas l'Angleterre non plus. On fait partie de la zone euro, donc il peut se passer des choses de ce point de vue-là. Donc voilà, on est sur une situation, il nous semble, là, pour résumer, où au niveau macroéconomique, tout va pas si mal que ça, plutôt mieux que ce qu'on pouvait penser, ou en tout cas ce que pensait le consensus en début d'année. Hein. On reste, on le disait avec Nathalie, sur une croissance France 1,1 toujours, hein, on maintient, so far. Jusque-là, on maintient notre call un peu plus optimiste que le consensus, mais pour l'instant, on a eu plutôt raison de ce point de vue-là. Donc on reste sur cette croissance pas si mauvaise, avec ce rebond de la consommation, avec cette désinflation qui donne un petit peu de pouvoir d'achat aux ménages, et puis peut-être un peu d'allant de la Banque centrale. On a vu que finalement, on va voir ce qui se passe avec les JO, mais finalement, au total, l'impact économique de la Coupe du Monde de rugby avait été plutôt positif, donc on voit mal ce sera très négatif, mais là encore, toute l'incertitude politique qui nous habite en France est une menace pour la croissance, évidemment, et pour la consommation en particulier, mais aussi pour l'investissement, notamment étranger. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Pour l'instant, si j'écoute Benoît, notre stratégiste, notre expert des taux et des OAT, 60-80, ça nous semble le range dans lequel on va évoluer jusqu'aux élections. Merci Nathalie, merci Benoît. Merci. On passe à la question suivante. So next question is regarding the US. Well, we said about Europe, macro-wise, it's okay, but we have some political risk coming from France. Well, US, maybe in a way there is some convergences here. Well, the US economy is doing well, but obviously the big uncertainty comes from the US election. So we're going to start with the first question regarding the US, because what has been very impressive, remember everybody was thinking of a recession. We did not, and rightly so, last year. But this year, what we see is, again, a very strong resilience of the US economy. So we start with Christopher Hodge and Jonathan Pingle, our two US economists live from New York. Hello, guys. We are going to start maybe with you, Christopher, with this question. We've seen this super impressive resilience of US economy. Is there anything like a soft landing in the US, or is it a no landing Goldilocks scenario for US economy? We do indeed think that it's possible for the U.S. to have a soft landing, and we think the U.S. is going to experience it. Though we do see a bit of a slowdown in growth for this year, we don't see a contraction, and we're also quite optimistic about the outlook for inflation as well. Of course, there are many parts of the economy that are somewhat insulated from the high current rates. 95% of mortgages have fixed rates, and they average about 3.5%. And many businesses have termed out debt at low levels. But there are segments that have started to feel the pinch of tight policy. In the lower end of the income segment, we've started to see delinquencies rise for both auto loans and for credit cards. Savings rates are still quite low, and consumption is increasingly being driven by borrowing instead of through higher compensation. And on the other end of the spectrum, we observe a tremendous amount of wealth being accumulated, particularly among older Americans. Baby boomers are the largest and wealthiest cohort of Americans, and they hold close to 50% of household net worth. They've continued to travel, to dine out, and to visit their healthcare providers, and as a result, employment in these sectors has risen to record highs. Overall, this puts a floor under U.S. growth that's going to prevent any sort of contraction, but the economy can't thrive as it did in 2023, with about 1/3 to 1/2 of the population slowing. Very interesting. And if we want to put a little bit more colors on this kind of a two-speed economy, Jack, how much gas is left in the U.S. tank overall? Yeah, so U.S. consumption growth through the end of this past year has been remarkably strong. And the buildup of personal savings during the pandemic surely had a lot to do with that. Households built up over an estimated $2.1 trillion in excess savings over the pandemic, and further real income gains have helped to propel that spending even further. However, as Chris mentioned,
there's been an increasing divergence between the financial situations of high-income households and low to moderate-income households. This pressure on lower and middle-income Americans has become increasingly hard to bear. Over 1 in 3 Americans that uses a credit card has it maxed out, with that notably concentrated at the lower end of the income distribution. This will weigh on these income groups throughout the coming quarters. However, with financial conditions for upper-income households still strong, spending looks to remain supported. Personal consumption in this light looks to be getting slower compared to recent activity, but may not actually become all that slow. With the financial situation of higher income households remaining in good condition and low to moderate income households increasingly under strain, the outlook for U.S. consumption looks to be pulled further and further apart by income. This leaves the outlook for the U.S. economy increasingly hazy and future growth more reliant on household wealth effects. Same as with the ECB, we have all this discussion regarding the wage dynamic and the potential price-wage spiral in the US. Where do we stand in the labor market? We see some kind of normalization of late, but is it something we are confident that this normalization is going to continue on the labor market in the US, Jonathan? Yes, I mean, looking across a broad range of economic data, you do see a general path towards softening in the labor market. But there are conflicting views from different metrics, and certain sectors like healthcare and lower-paying services jobs are doing better than others. The household survey shows job losses are increasing and that the unemployment rate rose to 4% last month. On the other hand, the establishment survey shows gains of over 1.2 million non-farm payroll jobs year to date. The reality is somewhere probably between the two, with non-farm payrolls overstating job growth and the household survey dramatically underestimating it. And we'll likely see some large revisions, which will be released in August. Across a number of other indicators, we see things coming back into better balance. I think the big picture we see is a gradually softening labor market where the quits rate has been falling, unemployment insurance claims are gradually rising, and where job openings are back to pre-pandemic levels. Very interesting, Jonathan, and watch out because Jonathan was not that bad at all, and we had some congratulations by Bloomberg on that. Revisions is saying that might happen in August on NFP, so watch out. Something might be cooking, but overall picture, I understand what you're saying. It is a normalization of the labor market, so no wage spiral, and again another factor in our expectation of rate cuts coming. Still, maybe a switch to Christopher. Any risk in your view of sticky inflation with what we just said? Okay, maybe immigration, maybe I don't know, but we see some risk still on the labor market. Any risk of sticky inflation with wages, Christopher? There's definitely a risk, but I think what we've seen for the last two inflation prints is that there's a general unwinding of price pressures, and we do expect that trend to continue. The increase in the labor force, both from migrants and American-born workers, have added additional slack to the labor market that's helping it to bring it into better balance. And we think that this general trend should continue, and the path for wages are going to moderate from their current levels and settle into the 3 to 3.5% range, which is more or less consistent with target inflation for the Fed. So we're pretty optimistic on that front. So thank you, Christopher and Jonathan. If I just summarize a little bit what we say regarding the U.S. economy as it is now, and now after that we speak about the election, but if we look at things as they are in our view now, we still think of a bit of a normalization of the labor market, of inflation pressures to diminish a bit, and then again, the Fed could be, like we said, could be cutting rates starting in September. Thank you. We move to the next question. Well, next question, obviously, is around U.S. election and France. Europe has French elections to look at, but I think the world is more interested in what's going to happen after November U.S. presidential election. So maybe I think it's worth looking at the programs and what could be the difference between the two candidates. Christopher, to start with you first.
Can you describe a little bit more the policy priorities of both Trump and Biden? Sure. We're in a rare historical instance in which we have a race between two candidates who've already been president and have a record to show the voters. President Biden has prioritized industrial policy and decarbonization in his first term. And his budget for 2025, which is more of a wish list than an actual spending plan, but it proposes spending on social programs, focusing primarily on expanding childcare, education, and healthcare. To offset these costs, Biden is proposing higher taxes on wealthier households as well as corporations. On the other hand, we have Trump. When initially running for office, Trump was an outsider, and part of his appeal was his ability to not be tied down on the specifics of many issues. And there were only a few things on which his feelings were crystal clear, primarily of which were immigration and trade policy. These two issues will still be the priorities if he wins another term. As for immigration, he's constantly criticized President Biden for his lack of enforcement on immigration flows on the border, and Trump has vowed to stop these flows, and he's also pledged to deport millions of illegal immigrants using funds diverted from the military to fund the effort. On trade, Trump's policy in another term would probably pick up right where he left off in his first. In fact, he's more likely to double down on his tariff policies than to back away from them. He had said that he's considering a universal baseline tariff of 10% that would automatically apply to all imports and a 60% tariff on Chinese goods. And even if these extreme policies are not actually implemented, the fact that they are being discussed and considered is an indication that the escalation of the trade wars that we saw under a first term will probably be in store if Trump wins again. But these are the overall priorities of both Biden and Trump, and whoever wins will have to deal with Congress that may try to constrain these particular ambitions. Talking of which, maybe with you, Jonathan, well, we see that very big importance of Congress as again, like in France probably, but can you give us a preview what can be expected from this election regarding the Congress, Jonathan? Yeah, so in the House of Representatives, the Republicans hold a very small majority currently, and control of the House has gone back and forth many times in recent years. Typically, sweeping changes of control of the House occur in midterm elections, while elections in presidential years have been much more competitive. Given the slim majority currently, we have to say that control of House in the 2025 is essentially a coin toss. The Democrats, on the other hand, control the Senate at the moment. Of the 34 seats in play this year, Democrats will be defending 23 to the GOP's 11. Of the ones being defended by Democrats, 4 are in states that merely lean Democrat, and 3 are in states that are considered a toss-up. Democrats will also likely lose the seat being vacated by Joe Manchin in the solidly red West Virginia. Republicans, meanwhile, are only defending seats that are held in likely or solidly Republican states. So we feel pretty comfortable predicting GOP control of the Senate in 2025. Very interesting. So likelihood of a split Congress, which is usually something that the market is not too much opposed to, because usually it's correlated with nice equity performances, but let's see. Maybe just same question for you guys. If Biden wins, maybe for you, Jonathan, if Biden wins, how would you characterize the impact on growth, on inflation of Biden policies? Yeah, so without Democratic control of Congress, it's going to be hard for Biden to implement much of his agenda, at least domestically. His ambitious plans to expand the social safety net will not find any favor in Congress. He would, however, likely find common ground with Republicans on extending much of the Tax Cuts and Jobs Act, including the middle-class tax cuts. As for his trade and industrial agenda, we think the preferred policies are largely in place and don't envision him escalating the trade war any further. In sum, a Biden presidency with a Republican Congress would likely yield modest fiscal tightening, which would dampen growth prospects and inflation, but produce a slightly better fiscal outlook. There's an outside chance that, given his position as an elder statesman and institutionalist, Biden could initiate some talks about common sense budget or entitlement reform. This scenario is not a base case by any means, but just one potential positive outcome. Same question for you, Christopher, but if Trump wins?
Well, there's definitely a wide range of outcomes, but we should probably just analyze the policies that have been presented by Trump himself. Should he embark on his plan for mass deportation and shutting down the border, implementing sweeping tariffs, and fully extending the 2017 tax cuts, this, we think, would be highly inflationary. In the case of immigration, increased flows have been cited as a key reason for the cooling of wages and, as a result, inflation prices. Migrant workers, both legal and illegal, are critical to many industries, such as hospitality, elder care, and construction, and stopping these flows could contribute to shortages that we've seen towards the end of the pandemic. If Trump's proposed tariffs were to be enacted, their burden would disproportionately fall on lower-income homes. This is because of their higher propensity to consume and the broadening of these tariffs from being applied mostly to inputs and capital goods to consumer goods as well. And finally, if the 2017 tax cuts were fully extended, we estimate that budget deficits would be about 1 to 1.5% of GDP larger as compared to the baseline estimate right now. Now, these policies may be offset slightly by more energy production or a stronger dollar, but all else equal, these policies, we think, would yield somewhat faster economic growth, pressure on inflation, larger budget deficits, and higher treasury yields. Thank you both. Obviously, a big game changer with election in the US. We see very, very big differences of program and probably differences of consequences to the world. On one side, you have Inflation Reduction Act. On the other, tariff policies and immigration. Well, if I have to say, probably it's a bit of a trade war still in the making. But, well, let's see what happens in November, and we'll talk about that next December. Thank you both. We move to the next question. On a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe avant ça. Il faut parler du troisième gros moteur de l'économie mondiale qui est la Chine et des risques qui peuvent être associés à ça. Alors on avait pensé que le gros risque c'était finalement l'immobilier en Chine, mais finalement, c'est peut-être pas ça le plus gros risque. Quels sont, selon toi, et j'accueille Alicia Garcia-Herrero, que vous connaissez toutes, c'est notre expert qui est venu d'Asie exprès pour cet événement-là, nous parler de quelque chose qui est un des grands leaders sur la Chine. C'est quoi, selon toi, Alicia, en ce moment, les moteurs de la croissance chinoise ? Bon, les moteurs, c'est nous. C'est les exportations de la Chine vers le reste du monde. Et l'Europe est vraiment le plus grand marché pour la Chine. Pour le reste, la consommation reste très faible. On a vu les données pour le mois de mai avec une croissance de la consommation de 3%, beaucoup moins de ce qu'on s'attend pour la croissance de la Chine pour l'année. Et l'investissement qui a toujours été le moteur depuis 2008 n'augmente que 4%. Alors c'est nous. Et c'est ça le problème à ce moment-là. Justement, quels sont les challenges de la Chine, puisqu'on voit que ce que tu dis, c'est que finalement, le moteur, c'est les exportations. Il y a tout ça, il n'y a que ça qui reste, si je caricature un petit peu. Et on voit que le monde est en train de se fermer. Évidemment, les États-Unis, on a tous ça en tête avec Trump et puis Biden. Biden fait du Trump et Trump nous dit qu'il fera 4 fois plus que Biden, qui lui-même a fait 4 fois plus que ce qu'on pensait, etc. Donc on voit bien que la guerre commerciale est en train de s'accélérer et finalement est très transpartisane aux US. Et évidemment, si Trump revient, lui, il a dit que ce ne serait pas 100% sur les véhicules électriques chinois, ce serait 200%. I'm the tariff man, hein, souvenez-vous ce que dit Trump et il continue de le dire. Mais la nouveauté, c'est que le reste du monde aussi est en train de se fermer finalement un petit peu à la Chine, non ? C'est ça. Nous, moi je dirais on a été, par rapport aux États-Unis, on n'a pris que de tarifs temporels et beaucoup moins bas de ce qu'on a vu pour les États-Unis. Mais la Turquie, l'Inde, le Brésil, tout le monde se prépare parce que la raison est simple. Parce que la Chine a déjà 21% des exportations de manufactures au monde entier. C'est beaucoup plus grand que sa taille économique. Et pour les exportations des produits intermédiaires, c'est un tiers. Et alors ça doit aller quelque part.
Alors, le monde se prépare, bien sûr. C'est une guerre commerciale qui deviendra globale. On voit, on connaît bien là, sur les véhicules électriques, mais je crois que l'Inde fait un petit peu la même chose sur les véhicules électriques. Ils ont des tarifs, je crois, de 40%. Et la Turquie, 40%. 40%. Donc voilà, on voit bien que c'est quand même un vrai challenge. Pour toi, c'est quoi les principaux risques à regarder sur l'économie chinoise ? Moi, je pense que après on va parler du secteur immobilier, je pense que c'était le risque. Nous, on est en train en Chine de voir que ça ne marche pas, mais ce n'est pas un risque, c'est une réalité, c'est différent. Il faut absorber les pertes d'un secteur qui était trop grand, mais ça, ce n'est pas un risque. Le risque, c'est les gouvernements locaux. C'est la dette des gouvernements locaux qui continue à augmenter. Et les coûts de financement augmentent, parce que le risque est pressant déjà. Et il faut comprendre que la Chine doit faire quelque chose. À mon avis, elle doit centraliser la dette locale. Mais ça, c'est une décision quand même pas évidente. Et on verra si la Chine est prête à la prendre. Alors, on a Roméo, notre expert, un de nos experts sur l'immobilier. Mais donc, toi, tu dirais que finalement, la situation immobilière, c'est pas qu'elle est stabilisée ou gérée en Chine. C'est plus vraiment le gros risque, la situation immobilière en Chine ? Je dirais qu'on pourrait avoir des risques sur les banques. Mais le risque le plus grand, c'est les gouvernements locaux, parce que le secteur immobilier reste petit pour les banques. Le financement était hors des banques. Et aussi pour le fait que le ménage ne sont pas dans une situation difficile, ils vont payer aux banques. Alors c'est les gouvernements locaux, à mon avis, qui ont le risque le plus grand. C'est tout. Alors Roméo aussi, finalement le risque immobilier chinois est peut-être moins le centre des risques immobiliers. Selon toi, c'est quoi Roméo, qui est un de nos analystes avec Thierry Chérel sur l'immobilier, qui est évidemment un secteur qui est très important à la fois dans les économies et dans les allocations d'actifs. Donc si tu regardais un petit peu toi les grands risques, c'est quoi sur le marché immobilier aujourd'hui, ce qu'il faut se préoccuper ? Alors tout d'abord, bonjour, c'est une excellente question. Il est très difficile de parler de risque immobilier de manière générale. En fait, on observe des tendances contrastées sur les différents segments immobiliers. Donc, chaque secteur immobilier a ses spécificités et ses risques. Si je prends l'exemple du bureau, on observe en fait que c'est une classe d'actifs qui souffre des transformations de mode de travail, notamment le développement du travail hybride. Et cela s'illustre par des taux de vacances très importants, de l'ordre de 7% en Europe et qui peuvent monter jusqu'à 22% aux États-Unis, ce qui est un plus haut historique. Donc c'est vraiment pas un risque immobilier, mais le risque est spécifique aux différents secteurs de l'immobilier. Par exemple, la logistique, elle, bénéficie au contraire du développement de l'e-commerce, ce qui lui permet de maintenir des taux de vacances très bas, de l'ordre de toujours inférieur à 5%, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors justement, si tu devais donner un peu des idées de si quelqu'un veut s'investir dans l'immobilier, aujourd'hui, c'est quoi les secteurs ou les segments qu'il faut privilégier ? Alors, nous sommes très positifs aujourd'hui sur le segment de la logistique. Et pour cause, comme je le disais, c'est un secteur qui bénéficie de la croissance de l'e-commerce, ce qui lui permet en fait de maintenir des taux de croissance des loyers importants, de l'ordre de 6%, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. À côté de la logistique, l'une des classes d'actifs sur lesquelles nous pensons que l'avenir permettra du coup à ce classif de se développer davantage, c'est les data centers qui bénéficient, eux, du développement de l'intelligence artificielle, voilà, et l'hôtellerie également. Voilà, c'est les secteurs qui présentent les volumes d'investissement les plus importants. Roméo Yombo, donc si vous avez, on a des publications tous les trimestres sur le marché immobilier, n'hésitez pas. Merci Alicia, merci Roméo. Donc on voit bien la situation chinoise, elle est finalement pour l'instant cette année, elle nous semble, on va être proche des 5%, pas si loin que ça, donc ça va. Mais les challenges dans un monde qui est en train c'est la fin de la globalisation telle qu'on la connaît, on est quand même dans une situation qui est un peu compliquée pour la Chine, puisque son unique moteur aujourd'hui, c'est les exportations. Et les exportations, on voit, elles sont en train de se fermer aux États-Unis, on le disait, la Turquie, l'Inde, mettait aussi des tarifs. Et l'Europe, à son petit niveau, au niveau européen, est peut-être en train de se réveiller. Alors se réveiller doucement, nous disait Alicia, mais se réveille un petit peu quand même. Donc attention, pas mal de challenges. Merci Alicia, merci Roméo. Et on passe à la question suivante.
Next question is around central banks. We were thinking that 2024 will be the year of the pivot, that all the central banks, the vast majority of central banks will be cutting rates. Well, this is more or less the case, but not that simple. We see a little bit of differences between central banks. We have the great pleasure to welcome again Dirk Schumacher for Europe and the ECB. As a former member of the ECB, we will know a little bit of what's going on. But I have the great pleasure as well to welcome a rare event of welcoming Koe Iwara. He's our specialist from coming directly from Tokyo. He's following the BOJ, and he had some very, very good calls on the BOJ, a bit out of consensus, but I think he was quite right on that, to see that the BOJ will be struggling to get a lot of normalization of its monetary policy when the rest of the world is probably in a cutting rate path. And then we have Benito Berber online. Benito Berber is our chief economist for Americas to discuss the Fed as well. So maybe to start with, welcome Benito. To start with is with Dirk. Well, can the ECB decouple from the Fed and keep cutting rates, or is it possible to see the ECB cutting rates going forward, even if the Fed were not cutting rates? Well, the ECB will decide based on European data. If the European data were to suggest that further rate cuts are needed, i.e. inflation moving towards target, then the ECB will cut. Now, of course, what the Fed does or not does have an implication on European data, in as much as the exchange rate obviously is also determined by Fed cuts or not cuts. In that sense, it will limit the ECB's ability at some point to cut if indeed the Fed remains rather hawkish. We don't see any Fed cuts. That's not our expectations, but if we were to see that, there are limits to what the ECB can do, simply because the exchange rate might then change the inflation outlook. That's a question we have a lot from clients, that is the euro something big on the ECB radar, or is this just a second round effect? And we see, surprisingly, in a way, that euro is behaving quite nicely these days, still at 107 as we speak. Well, it matters for inflation to some extent. It's one of the many factors the ECB looks at. But of course, a huge depreciation of the euro against the dollar would have implication for inflation and would then change the ECB's mind. But the only channel through which it sees it, and it would need to imply big moves in order to be relevant. What is very impressive is to see that the market has depriced almost 5 rate cuts from the Fed, and still the euro is holding up very well. So maybe turning to Benito Berber out of the US. Benito, well, a lot has been priced at the start of the year, 6, maybe 7 rate cuts by the Fed, which was supposed to lead the way on the downward path. And now we are very close to just 1 rate cut going forward. What is our view on the Fed? Are we still confident that this is a cutting rate cycle which is coming from the Fed? Thank you, Jean-Francois. Well, what we see in the US is that the disinflationary process that was halted in Q1 continued in April and particularly in May. You might remember that at the end of 2023, there was a clear disinflationary process. That's when a lot of the cuts were priced in. That was halted in Q1. And then we see very optimistic view data, in April and May, particularly in the super core, and the implications of that, or what it means for the PCE inflation, which is the inflation measure that the Fed targets, are very important, because we might be, in annualized terms, below the target. So we need to continue to see progress in June and July, and we think that's going to be the case in terms of inflation. In terms of the labor market, we see that the labor market continues to normalize. We see jobless claims increasing. We see labor churn, which is a measure of quits and hires as a percentage of labor force, that is sort of moderating, and we don't see additional pressure in terms of wages. So if you put it all together, what we see is that the Fed will likely start a cutting cycle in September, and we see an additional cut in December. So to summarize, we see 2 cuts of 25 basis points this year,
for the policy rate ending at 5% in December. Thank you, Benito. So where does it leave the BOJ? Because, well, we're talking about the Fed and the ECB, which are, in our views, on the cutting cycle continuation, 2 rate cuts from the Fed, as Benito said. What does it mean for the BOJ going forward? Sure. We expect the Bank of Japan to cautiously normalize to create room for a rate cut during rainy days when the good news are actually flowing in. For example, nominal real wages has been rising at the highest level in more than 30 years. And also corporate service inflation has been increasing with the inflation expectations elevated above 2%. These are good developments for the Bank of Japan to argue that the virtuous circle between inflation and wages is strengthening. So going forward, we expected the Bank of Japan to normalize further by reducing the amount of bond purchase and also rate hike. Thank you, Koe. Thank you, Dirk, and thank you, Benito. So we see, you can see that our scenario remains quite the same as before, meaning that we are still expecting some rate cuts from the ECB. So again, September, October, December, and from the Fed in September and December. And as Koe is saying, BOJ, well, the whole world is becoming more Japanese, but the Japanese situation is becoming a little bit more normalized in a way regarding inflation. So BOJ might be able to normalize a little bit further its monetary policy, but not that much. Thank you, gentlemen. We move next to the next question. Thank you very much. Alors on va parler de taux d'intérêt maintenant. On a vu que notre scénario sur les banques centrales, il est un petit peu plus dovish, un peu plus marqué que le consensus et le pricing du marché concernant les banques centrales. On voit un peu plus de baisse que ce qui est pricé. Est-ce que ça veut dire, alors j'accueille Cyril Regna pour en parler avec moi, notre chef de la stratégie de notre recherche marché ici. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à jouer le re-steepening, la repentification des courbes? Alors, on y croit toujours. C'est vrai que ça faisait partie des grands thèmes en termes d'investissement sur cette année 2024. Ça met du temps à apparaître, ce steepening en question, pour plein de raisons. Tu l'as évoqué, ça commence aussi par ce repricing assez majeur des anticipations de banque centrale, cette inflation qui est beaucoup plus sticky qu'on ne pouvait en fait, voilà, c'est le sparadrap du capitaine Haddock pour nous les Français. Qu'on ne pouvait en fait l'imaginer. Aussi un appétit assez féroce des investisseurs sur les titres obligataires en fait de maturité très longue, ce qui fait que voilà, on a eu la première baisse de la BCE et ce phénomène en fait de repentification des courbes se fait toujours attendre. Mais on y croit toujours et ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui pourrait remettre à mal cette stratégie? Sur toi, c'est quoi les risques à jouer cette stratégie? Alors, le risque, le premier risque, c'est bien entendu, en fait, je pense aujourd'hui, en fait, le risque inflation, avec davantage en fait de repricing à la hausse en fait des anticipations de baisse des taux. On sait que ce repricing, il a d'ores et déjà été important, mais rien n'empêche en fait la Réserve fédérale américaine de dire non, en 2024, je ne baisse pas les taux. Et dans ce contexte-là, malheureusement, on pourrait observer en fait davantage en fait d'aplatissement des courbes avec des taux courts qui reviendraient, pourquoi pas à 5% par exemple pour un 2 ans américain. Si on veut jouer cette stratégie de repentification, c'est quoi, sur quel segment tu dirais qu'il faut faire ça? C'est quoi On va faire dans le classique. Encore plus en fait dans un contexte assez chahuté aujourd'hui d'un point de vue politique, plutôt en fait les segments 2 ans, 10 ans. Alors il y a la question du timing qui est extrêmement importante aussi, puisque ce sont des positions qui ont des cas négatifs. Donc en termes de mise en place sur ce type de position, donc des positions de pontification sur des segments 2 ans, 10 ans, aussi bien en euros et en dollars, on attendra peut-être le feu vert de la Réserve fédérale américaine. Et ce feu vert,
c'est probablement en fait pour septembre. Pourquoi pas un rendez-vous extrêmement intéressant à Jackson Hole, donc mi-août, on verra. Mais voilà. De fait, effectivement. 2 ans, 10 ans, euros et dollars. Merci Cyril. Donc vous voyez, c'est une stratégie qu'on peut continuer selon nous à jouer avec peut-être cette attente fin août. Il y a souvent Jackson Hole des annonces. Est-ce que ça pourrait être la pré-annonce d'une baisse des taux ou au contraire une invalidation par Jérôme Powell qu'il faudra attendre un petit peu plus longtemps? Selon nous, c'est plutôt une baisse des taux en septembre et donc cette stratégie de reportification, notamment avec un pricing du marché qui nous semble beaucoup trop pessimiste concernant les banques centrales. On l'a vu tout à l'heure avec nos experts américains que finalement la désinflation elle n'était pas terminée aux États-Unis, qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles d'ici septembre. Donc voilà, on y croit encore à cette stratégie de reportification. Merci Cyril. On passe à la question suivante. Alors après les taux, il faut quand même qu'on parle des taux de change du marché du FX. Alors pour ça, j'accueille de nouveau Alicia Garcia-Hierro parce qu'on va parler de la Chine notamment. Ina Moufteva qui est notre experte sur les émergents et puis Nordine Nam que vous connaissez, notre senior stratégiste sur tout ce qui est taux de change. Pourquoi on a tout ce monde sur le plateau? C'est qu'en fait, on a une question qui revient souvent, qui continue de revenir de la part de vous, de nos clients préférés. Est-ce que effectivement, on est dans la l'aune d'un mouvement structurel, d'un peu de dédollarisation, en tout cas de moindre dollarisation du monde, avec plein de conséquences en termes d'allocation d'actifs risqués, mais aussi de conséquences sur les niveaux des taux d'intérêt, d'équilibre. On a plein de sujets qui pourraient tourner autour de ça. Donc je vais peut-être commencer avec toi, Nordine, sur l'état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat? Est-ce que le dollar est roi? Oui, tout à fait. Il reste dominant quand on regarde un petit peu les réserves de change des banques centrales. Elles sont toujours assez importantes en dollars, à 59%. Les transactions en dollars aussi, à 88%. Également, les paiements transfrontaliers à hauteur de 47%. Et puis, également, par exemple, la dette libellée en dollars la dette internationale libellée en dollars reste à 65%. Donc, juste, ces données restent positives. Et puis, de manière générale, on a un dollar qui est soutenu par une économie US qui reste robuste, par une certaine stabilité politique qu'on ne voit pas partout, par une armée assez puissante, et puis l'innovation, etc. Il y a pas mal de facteurs, et puis la liquidité des actifs américains qui reste quand même positive. Maintenant, on anticipe une baisse de dollar cyclique et non pas structurelle, qui serait plus liée à la baisse des taux de la Fed, qu'on anticipe donc en fin d'année et l'année prochaine, mais ça ne remet pas en cause la solidité du dollar sur le long terme, du fait donc de ces fondamentaux qui restent clairement très positifs. La hausse de la dette, ça, c'est un des facteurs qu'il faut un petit peu regarder, parce qu'on voit que le dollar était un peu aussi bénéficié de son statut d'actifs sans risque, mais on voit bien que la dette américaine qui augmente de 1 000 milliards tous les 3 mois, avec un déficit moyen américain de 9% sur les 5 dernières années. Bon, on voit que les États-Unis sont en train de devenir un peu la Grèce en termes de dynamique de dette. Est-ce que ça peut peser sur le dollar? Alors, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et puis en plus, donc on voit que la dette augmente un peu partout dans le monde, donc c'est pas un facteur trop important. Et puis il faut se rappeler qu'on parlait de dédollarisation au lendemain de la crise des subprimes en 2008. Et finalement, on a eu un dollar qui s'est fortement apprécié et maintenant il est même surévalué. Alors, si le dollar reste le dominant, est-ce qu'il y a des gros efforts de la Chine pour que ce soit plus le cas? Bien sûr. Bien sûr, il y en a. Mais la Chine a essayé d'internationaliser le renminbi depuis 2010. Disons qu'ils n'ont pas trop réussi jusqu'à récemment. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'ils sont, à mon avis, en train de profiter de la faiblesse du dollar qui est la force du dollar. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont très élevés. Alors, qu'est-ce que fait la Chine? La Chine prête aux pays émergents à des taux d'intérêt beaucoup moins élevés en renminbi. Ça, c'est une façon d'internationaliser la devise. Et l'autre, bien sûr, c'est les sanctions.
Et la Chine essaye d'éviter les sanctions en utilisant le RMB, soit pour son commerce, qui fait très clairement beaucoup plus qu'avant, mais aussi pour le reste, pour la Russie, pour l'Inde. Et c'est ça. Mais c'est vrai qu'on est encore à des niveaux très bas par rapport au dollar, par rapport à l'euro. On n'est pas encore là. La part du renminbi dans les réserves de change mondiales, par exemple, c'est même pas 2%. Même pas 2%. Et la part du yuan, enfin, du renminbi dans les échanges extérieurs chinois? Là, oui, on arrive presque à la moitié. Mais c'est le commerce de la Chine, finalement. Et ce n'est pas le commerce du monde entier. Et c'est ça là. Mais je pense que petit à petit, mais toujours avec des contraintes. Je ne pense pas que le renminbi va devenir le dollar sans une convertibilité de la monnaie. Oui, il faut un marché des capitaux ouverts. Mais ça va continuer à profiter de l'espace qu'on laisse à la Chine. Et alors donc, est-ce que le reste du monde, Ina, est-ce que c'est un mythe ou une réalité que le reste du monde est quand même en train d'essayer de trouver des alternatives au dollar? Merci pour cette question. Effectivement, ce n'est pas tellement une réalité, comme Alicia a bien évoqué. Si ce n'est pas une réalité pour la Chine, c'est encore moins pour les autres pays. Mais ce n'est pas complètement un mythe non plus, parce qu'il y a quand même quelques tendances qu'on commence à observer dernièrement. Si vous regardez, par exemple, le commerce international, depuis 2 ans, il y a eu une myriade des accords bilatéraux entre les pays de ce qu'on appelle du sud global, en fait, entre les pays émergents, typiquement la Chine, le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Brésil, l'Argentine, mais aussi en Asie, entre l'Indonésie et la Corée du Sud, entre la Malaisie et l'Inde, pour en fait libeller les flux commerciaux entre ces pays-là en monnaie locale, en monnaie régionale, que ce soit la rupie, le yuan ou d'autres, et pas le dollar. Et effectivement, ça c'était quelque chose qui a dû être exacerbé par la guerre en Ukraine. Donc il y a beaucoup de pays qui ont pris un petit peu peur de leur dépendance du dollar. Et donc il y a un effort quand même à diversifier les réserves, mais on voit que bon, c'est pas encore complètement acquis, mais aussi des flux commerciaux. Et deuxième chose, c'est le système de paiement. Donc les banques russes, donc à la suite de l'invasion de l'Ukraine, ont été coupées du système SWIFT. Donc la Russie a dû développer leur propre système de paiement. Mais la Chine et l'Inde, ils ont pensé même avant cela, et ils ont développé leur système aussi à eux. Et le cas de l'Inde, en fait, elle est assez exemplaire. En 2023, donc ce système-là a traité 1700 milliards de dollars de transactions, principalement en numérique, ce qui représente à peu près la moitié du PIB indien. Très intéressant. Donc on le voit, la dollarisation reste le name of the game. On est toujours sur un king dollar, mais on est quand même un peu à dire, ce que j'entends là, c'est on est quand même à dire que les tendances sont peut-être un petit peu moins favorables. Ça ne veut pas dire que le dollar ne sera pas dominant, mais ce serait peut-être moins archi-dominant que c'est le cas aujourd'hui. J'ajoute à ça que si on est il y a 2 tendances de fond qui me semblent être des méga trends un peu évidents. C'est un peu la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît, et qui dit régionalisation ou reshoring, nearshoring de vos productions, ça veut dire que vous dépendez un petit peu moins du commerce mondial pour votre production et pour vos achats de biens dénominés en dollars. Et puis l'autre méga trend qui me semble très très importante, c'est effectivement cette transition énergétique vers de l'énergie qui est de l'électricité. L'électricité va être produite beaucoup plus localement par le vent, par le solaire, par la biomasse, par le nucléaire peut-être aussi, et tout ça est peut-être moins important dans le commerce mondial. On aura moins besoin de dollars pour acheter du pétrole, du gaz et du charbon que ça n'a été dans les décennies précédentes. Donc on est quand même dans un monde peut-être en train d'être dédollarisé. Et puis cette troisième tendance aussi qui est un mégatrend, je pense, c'est la digitalisation accélérée de nos économies et l'arrivée des banques centrales, des CBDC, des monnaies banques centrales. Alicia, on a publié pas mal de choses, Nordine aussi là-dessus. On voit bien que pour l'instant, ce n'est pas en train de s'imposer comme une monnaie, mais le jour où les monnaies digitales sont un petit peu partout, c'est peut-être plus facile de ne plus passer par le pivot du dollar. Donc voilà, pas de dédollarisation globale, mais un petit peu une tendance à surveiller quand même. Merci Alicia, merci Ina et merci Nordine. On passe à la question suivante.
Alors, autre question sur la soutenabilité de la dette. Hein, on le voit, hein, encore une fois, j'évoquais ces méga trends, ces tendances globales. On les aime pas, mais en tout cas, elles sont avec nous pour les 5, les 10, peut-être les décennies à venir. Et toutes ces méga tendances, hein, à la déglobalisation, à la transition énergétique, à la montée des tensions géopolitiques et aux dépenses militaires, la montée des dépenses de santé dans un monde qui vieillit très très fortement, très vite, de plus en plus. Hein, songez qu'il y a 23 pays dans le monde qui vont voir leur population diminuer de moitié d'ici la fin du siècle. Plus à ça, les dépenses liées à la digitalisation des économies et au fait qu'on veut d'être de plus en plus résilient et plus local dans nos productions. Tout ceci fait que tout le monde est en train de faire des investissements massifs dans ces transitions globales. Et évidemment, ça implique des dépenses publiques supplémentaires. Et à ce niveau-là, on se pose quand même de plus en plus la question, puisqu'on voit bien avec le Covid, la crise énergétique, que ça ne fait que se rajouter ces strates de dépenses publiques. Donc on veut se poser la question de la soutenabilité de la dette. Pourquoi finalement, jusque-là, j'ai envie de poser les questions à Jésus Castillo, qui est notre expert zone euro, qui a fait un papier très intéressant justement pour calculer les niveaux auxquels il fallait s'inquiéter. Pourquoi les marchés pour l'instant et pourquoi on ne s'inquiète pas trop de la soutenabilité de la dette ? Alors c'est vrai qu'on sort d'un univers où finalement on a vécu dans une intervention massive des banques centrales. On a mis beaucoup de dettes sur le marché, mais en même temps, on a aussi apporté énormément de financement avec les programmes de quantitative easing. D'un autre côté, donc ça c'est du côté de l'intervention publique entre guillemets, puis de l'autre côté, on a eu aussi une épargne privée massive qui était disponible aussi pour financer cette dette. Donc on s'est retrouvé dans un univers de taux d'intérêt faible, voire négatif, qui fait que la question de la dette, on ne se l'est pas forcément posée à ce moment-là. Et alors pourquoi aujourd'hui on se met à s'en inquiéter ? Et j'allais dire, ce qui change maintenant, c'est que du coup, on passe dans un univers de réduction avec le quantitative tightening, donc une épargne aussi privée qui va être moins disponible. Et puis, on se rend compte aussi qu'on a des niveaux de dette aujourd'hui qui ont énormément augmenté. Et si on prend des pays comme l'Italie, la France, avec des trajectoires de finances publiques aujourd'hui qui posent davantage de questions parce qu'on a des déficits budgétaires qui sont importants et qui se réduisent plus lentement, et du coup, il est légitime de se reposer la question de cette soutenabilité. Mais, en fait, quand on regarde, malgré tout, quand on fait des études un petit peu de moyen terme, pour simuler des chocs sur ces dettes, on se rend compte quand même que les choses ne sont pas hors de contrôle. Donc les dettes publiques, effectivement, ne vont peut-être pas baisser au rythme auquel ce serait souhaitable, mais elles ne vont pas partir non plus au plafond. On a vu ça typiquement avec la Grèce, où le niveau de la dette sur PIB grec a baissé de plus de 20 points, presque 25 points, parce qu'il y a l'effet un peu nominal du PIB qui joue beaucoup en ce moment, avec des taux réels qui sont très bas. Est-ce qu'il y a des niveaux de taux réels sur lesquels il faut s'inquiéter un petit peu ? Oui, après, quand on a des niveaux de taux réels qui vont commencer... Tout dépendra, en fait, finalement, aussi des taux de croissance qu'on va avoir. Hein. Les dettes publiques, la soutenabilité va dépendre de 3 choses. Hein. Du niveau de la dette qu'on a, du taux d'intérêt et de la croissance. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, si les niveaux de dette continuent d'augmenter ou si les taux d'intérêt réels sont trop élevés, effectivement, on peut s'inquiéter. Merci Jésus. Alors je passe à Eya qui est une de nos stratégistes sur les taux, une nouvelle figure de la recherche. Et alors Eya, donc du coup, si on reparle un petit peu plus terre à terre sur les questions de soutenabilité des dettes, vous avez vu que on ne peut pas se poser des questions aujourd'hui sur la plupart des dettes, mais je commençais par les États-Unis tout à l'heure en disant encore une fois, c'est le pays où qui est insoutenable, sur une trajectoire insoutenable, nous dit le CBO, avec 254% de dette sur PIB, 250% de dette sur PIB d'ici 2050 selon le CBO. Mais évidemment, l'Europe, on n'est pas les derniers là-dedans. Et puis, on voit que la France est devenue le sujet de toutes les attentions, avec des programmes budgétaires assez dispendieux, pour ne pas dire délirant, avec des 200 milliards de dépenses supplémentaires peut-être, quand on met bout à bout toutes les annonces. Est-ce qu'on peut s'inquiéter comment est-ce qu'on peut lire ça en termes de spread, Eya ? Le risque de dégradation va rester au centre des inquiétudes des investisseurs pour les prochains mois. Et il faudra suivre du coup quelques dates clés qui seront les revues de notation des dettes européennes des pays les plus entêtés, notamment la France et l'Italie.
Donc, on aura peut-être le 25 octobre une révision à la baisse de la note de la France de la part de Moody's, une date clé à suivre, et il faudra toujours suivre toutes les notations entre septembre et novembre de cette année. Alors en termes de spread, comment est-ce qu'il faut regarder l'évolution attendue des spreads européens? On parlait tout à l'heure de ça avec Benoît, entre comparaison BTP-Bund, OAT-Bund, mais où est-ce qu'on les voit au sein de la stratégie? Donc le spread OAT-Bund va rester le spread le plus vulnérable en raison de la situation politique française en ce moment, en plus de la dette, du niveau de la dette et du déficit public, et la récente révision à la baisse de la croissance française. Donc on voit des niveaux peut-être à titre provisoire entre 60 et 80 points de base, mais avec des volatilités élevées qui vont refléter l'impact des élections et de l'instabilité politique au sein de la France. Et en fait, ce risque va se propager aux autres spreads souverains, notamment la France ou l'Espagne, où on pourrait voir deux scénarios possibles. Un scénario où on a des investisseurs qui deviennent plus sélectifs et qui décident de sous-pondérer la France et l'Italie en faveur de l'Espagne, où on pourrait aussi avoir un autre scénario où il y a une recorrélation de tous les spreads et on a des investisseurs qui délaissent l'Europe et ils vont investir ailleurs. On voit que pour l'instant, ce n'est pas tout à fait encore le cas avec un euro qui se tient bien et des spreads finalement qui ont l'air de tenir dans le range qu'est le nôtre. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, ça tient à suivre. Donc merci beaucoup, Eya. Merci, Jésus. Donc la dette, la soutenabilité de la dette, ça va être évidemment un sujet, mais c'est un sujet assez global. On n'a pas parlé de la Chine tout à l'heure de ces sujets-là, mais songez quand même que la dette sur PIB publique chinoise est aussi de 100%. Elle est de quasiment 290% en dette totale sur PIB en Chine. Donc on voit bien que c'est un phénomène global, donc c'est dur d'avoir de la stigmatisation, mais on le voyait avec ce que disait Eya, c'est aussi le retour du risque idiosyncratique, et on voit bien que les élections, c'est voilà, that's politics. Ça reste vraiment sans doute des choses à surveiller, évidemment, un gros poncif compte tenu de la situation en France. Merci, on passe à la situation suivante. On va parler de la location d'actifs un peu plus globale dans ce contexte-là. Merci à tous les deux. Voilà, avant-dernière question qu'on voulait, vous et ceux, poser, c'est une question, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte? On voit bien le retour du risque géopolitique, vous le mettiez dans le sondage que vous nous avez renvoyé, c'est le risque principal. On l'a vu avec le risque politique français, on vient encore d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'allocation d'actifs? Donc j'accueille 3 experts qui me semblent être intéressants pour répondre à cette question, avec Émilie Tétard, qui est notre analyste quant sur tout ce qui est stratégie d'allocation d'actifs. Thibaut Cuillère qui dirige la recherche sectorielle de la recherche CIB. Et puis Éric Benoît qui est notre expert tech, qui a publié beaucoup de choses récemment. Et évidemment, quand on va parler de valorisation des actions, on ne peut pas ne pas parler de la valorisation des valeurs technologiques. Et donc, je pense que Éric aura des choses à nous dire. Je vais commencer par toi, Émilie, pour être un petit peu dans une approche du général au particulier. Ce serait quoi une allocation d'actifs d'ici la fin de l'année, selon toi ? Alors, ce que le premier semestre a révélé, c'est que c'est encore assez compliqué pour aujourd'hui de prendre du risque de duration. Et oui, avec des volatilités qui sont importantes, avec des taux qui sont à minima plus élevés plus longtemps. Et donc, ça signifie pour les allocations d'actifs qu'il faut aller toujours vers une même combinaison duration, faire du carry en fait sur les durations plus courtes et les actions, qui restent incontournables. Et qui continueront à performer peut-être un peu plus modérément sur cette deuxième partie d'année, tant que la macro tiendra et tant que les banques centrales tiendront et tant que les résultats des entreprises tiendront. Voilà, peut-être avoir un biais quand même un peu plus défensif, parce que malgré tout on a des signaux de ralentissement macro, donc un peu plus défensif, un peu plus vers la qualité, les large caps, mais bon, les actions et le... Tant qu'on peut dire que tant qu'il n'y a pas de récession et que les banques centrales baissent les taux, ça, c'est pas trop mauvais pour les résultats des entreprises, finalement. Hein. On a une croissance, on le disait tout à l'heure, aux US comme en Europe, qui n'est pas si loin de l'équilibre.
Cela étant, si on était un peu inquiet des actions, ce serait quoi la façon de se diversifier cette fin d'année ? Oui, alors en effet, ce qui est compliqué, c'est que l'obligataire, la duration, c'est un bon hedge face à certains types de risques, les risques de récession notamment, mais pas tous, on l'a bien vu. Et c'est l'instabilité en fait, de cette corrélation entre les actions et les bonds qui est compliquée. Et donc, il faut chercher des alternatives face à certains types de risques. Notamment face dans les épisodes risk-off qui sont haussiers-tôt. Nous, on aime bien le dollar, par exemple, qui est en plus aujourd'hui aussi bien positionné face au retour du risque politique européen. Alors attention, parce que Nordine nous a dit que le dollar pouvait baisser un petit peu. Donc c'est vraiment une question d'alternative et de diversification. C'est que voilà, il faut chercher quand même des alternatives aux actions. Après, il y a aussi, si on veut continuer à diversifier son portefeuille, il faudra se tourner vers des stratégies dynamiques, long-short. On aime bien, nous, toujours les stratégies tendance, par exemple, qui sont pas forcément toujours des bonnes couvertures, mais qui sont des bonnes diversifications. Et dernier point, je peux pas ne pas parler de la concentration quand même, qui est assez marquée sur les principaux indices US, comme on le sait, et l'exubérance qui est extrême et qui est en train de le devenir de plus en plus. Et donc avec les vols faibles aujourd'hui, c'est aussi vraiment un bon moment pour mettre en place des couvertures sur les indices US. Alors justement, merci, tu me facilites la transition vers Eric, parce que si on veut se diversifier en dehors des actions américaines, en tout cas, c'est pas forcément d'acheter des actions du reste du monde, parce qu'aujourd'hui, vous achetez du MSCI World, vous avez 64% d'indices d'actions américaines. D'ailleurs, même sur les indices obligataires, on est quasiment à 44% de treasuries, donc il y a difficulté à se diversifier. Vous achetez des actions, vous achetez les États-Unis, quand vous achetez les États-Unis, vous achetez de la tech. Alors, est-ce que la tech, selon toi, Eric, est quand même maintenant un petit peu survalorisée ? Est-ce qu'on a passé le moment hype et que on est peut-être dans la phase classique après le hype ? Il y a un petit peu, pas le burst, mais en tout cas de correction. C'est vrai qu'on a un vrai problème de concentration aujourd'hui dans le Nasdaq avec 7 stocks, les fameux 7 magnifiques qui représentent quelque chose comme 43% de l'indice. On a un positionnement investisseur qui est de plus en plus fort en fait sur ces stocks de la tech, qui ne fléchit pas du tout en ce moment. Des valorisations qui commencent à entrer dans une zone vraiment tendue, pour ne pas dire dangereuse. On sait que le PE ratio 12 mois forward du Nasdaq est autour de 27. Des stocks comme Nvidia traitent en ce moment autour de 18-19 fois les ventes forward 2 ans. Et le tout dans un contexte macroéconomique qui est somme toute relativement peu porteur en ce qui concerne l'exubérance d'expansion de multiples. Donc c'est assez naturel aujourd'hui de se poser la question de savoir si cette situation va vraiment perdurer. Nous, on pense qu'elle peut durer encore un petit peu de temps. Les investisseurs sont certainement extrêmement bullish aujourd'hui sur la tech, sur l'intelligence artificielle. Ils vont continuer à penser que des gains de productivité importants vont se produire, que des profits importants vont arriver. Ils vont continuer à acheter les mêmes stocks. Il n'y a pas énormément de choix de diversification aujourd'hui, de toute façon, en dehors des 7 magnifiques. Continuer à pousser les concentrations, continuer à pousser les valos. Mais dans la deuxième moitié de cette année, on pense qu'ils vont être aussi beaucoup plus attentifs finalement aux stratégies de monétisation de l'IA. Compagnies comme Microsoft, par exemple, paye aujourd'hui quelque chose comme 10-12 milliards de capex par trimestre. Il va falloir qu'ils démontrent assez rapidement qu'ils sont capables de monétiser en fait ces services. Et donc ils vont avoir un intérêt assez important à vendre leur suite 365 Copilot, rappelons-le, qui est pricé à $30 par personne. Par mois. Donc, à l'échelle d'un groupe comme BPCE, ça peut représenter 35 millions de dollars de dépenses par an. Voilà. Donc, si l'adoption de la technologie se fait un peu plus lentement que prévu, les investisseurs seront évidemment amenés à revoir leurs attentes légèrement à la baisse. Et dans un marché extrêmement concentré, ça peut être douloureux pour beaucoup de monde. Donc un peu de prudence quand même, je lis dans tes propos concernant les valorisations des actifs tech. Alors il me reste à parler du crédit avec toi Thibaut, parce qu'on a vu un beau début d'année jusque-là sur le crédit, mais est-ce qu'on voit déjà un impact des élections françaises sur le crédit ? Alors effectivement, Jean-François, pour l'instant, le début d'année a été très porteur, puisqu'on a eu un peu plus de 100 points de base de resserrement sur la partie très high bêta du spread de crédit contre swap, dont les AT1 par exemple.
entre 20 et 30 BP de resserrement sur la partie financière plus senior. Et là, effectivement, depuis les élections européennes et avant les élections françaises, on est en train d'assister effectivement à un repricing assez rapide, de l'ordre de 7 points de base d'écartement sur les seniors preferred bancaires, par exemple, mais plutôt 15 BP sur les signatures françaises des indices, 45 BP d'écartement en l'espace d'une semaine sur les AT1, mais 75 BP sur les signatures françaises de l'indice. Donc effectivement, les élections françaises à venir sont en train d'impacter assez fortement le marché du crédit, à commencer par les crédits high beta, qui sont ceux qui avaient le mieux performé depuis le début de l'année, et les financières. Alors selon toi, du coup, il faudrait privilégier quoi comme allocation crédit d'ici la fin de l'année? On sait que les élections, elles sont encore devant nous et ça va sans doute se développer toute la fin de l'année, quel que soit le gouvernement. Ça ne va pas être simple. Qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, privilégier comme allocation crédit? Alors effectivement, le risque, c'est que la sensibilité qu'on observe du crédit au risque politique, pour donner des ordres de grandeur, c'est de l'ordre de 0,35 points de base de sensibilité sur l'ITRAX Main aux 10 ans ou à T-Boon, par exemple, donc c'est significatif, fait que ça risque de remettre en cause en fait, les fondamentaux du crédit qui sont en train de s'améliorer, plus d'upgrade que downgrade, un taux de défaut qui est en train de plafonner, qui va baisser progressivement d'ici la fin de l'année, même début 2025. Des collectes nettes sur les fonds crédits qui sont plutôt positives en raison du début de la baisse des taux de la BCE. Donc tout ça risque d'être mis en cause par ce risque politique qui ressurgit. Et en conséquence, on pense que le couple rendement-risque aujourd'hui est plutôt meilleur sur les parties low beta du crédit, notamment sur les corporate investment grade, que sur la partie high beta. Donc on est plutôt sous-pondéré sur les additional tier 1, les corporate hybrides qui ont très bien performé depuis le début de l'année, les financières contre les corporates, et sur les corporates, les quelques secteurs pour lesquels on pense qu'il y a une prime de risque qui peut être intéressante à saisir, c'est notamment le real estate, pour lequel on pense que les valeurs ont touché des points bas, les valeurs d'actifs sur le S124, l'auto, l'aérospace defense, qui nous semblent représenter des secteurs intéressants. Merci Thibault. Donc on va conclure cette session sur l'allocation d'actifs. Donc vous voyez, on est un petit peu à se dire, c'est difficile de faire sans les actions dans un monde où à la fin on ne voit pas de récession et les banques centrales vont quand même améliorer les conditions de financement, le facteur d'actualisation. Mais en même temps, si j'écoute Eric, il faut quand même se méfier un peu des valorisations. On va être un petit peu maintenant show me the money, moment un petit peu de vérité quand même sur les allocations vraiment tech. Et puis sur le crédit, on était jusque-là, tout allait bien, plus d'upgrade que downgrade. Mais évidemment, grosse prudence, il faut jouer la qualité et plutôt l'investment grade sur des corporates, si je t'entends bien. Mais attention sur des choses défensives compte tenu des risques politiques que nous connaissons en France. Merci à tous les trois. On passe à la question suivante. Voilà, dernière question, c'est sur les matières premières. Alors là, vous avez vu, on mixe un peu l'anglais et le français dans cette saison du Media Outlook. Là, on va, ne reculant devant aucun challenge, on va un peu mixer l'anglais et le français. Mais il nous a semblé important quand même de parler de matières premières, notamment, encore une fois, dans le sondage qu'on peut faire auprès de nos clients et dans les dynamiques qu'on voit depuis le début de l'année. On voit quand même les matières premières qui restent un très, très important facteur à la fois en termes macroéconomiques et d'allocation d'actifs. Et c'était dans le sondage, une des classes d'actifs que vous privilégiez. Alors j'accueille Joël Hancock et Bernard Dada, c'est nos deux experts. C'est vraiment parmi les meilleurs prévisionnistes chacun dans leur domaine. Joël sur le pétrole et le gaz. Et puis Bernard, tout ce qui est métaux. On a deux super analystes qui ont plutôt performé dans leurs prévisions depuis quelques années maintenant. Et alors je vais commencer, je commence même en anglais, avec Joël. So Joël, what do you think for the rest of the year? What is your scenario for first gas and then oil? Yeah, so for the European gas market, we think the fundamental narrative remains bearish. So demand is very weak in the main consuming sectors. So the power generation sector, we've seen significant cannibalization of the power sector or power demand by renewable build-out, which has been accelerated by the gas crisis, and then as well the industrial gas demand destruction that we've seen. Inventory levels at the moment are about 72%. That being said, we have seen some supply anxiety
feed into the market. This is linked to potential supply loss from Russian gas transiting Ukraine, also some higher than expected consumption from competitor LNG markets. However, given the broader fundamental looseness, the weakness of demand within Europe, we would be expecting to see the market able to kind of handle that supply loss without any return to a major price spike scenario similar to what we saw in 2022. And what about oil in this context of geopolitical tensions? That's a bit of a surprise. I think your forecasts are still very much on the money. And I think this is a bit of a surprise because all this geopolitical risk that we have seen, obviously, not impacting too much oil prices. What is your scenario for the rest of the year? Yeah, so for the oil market, it's interesting to look at the comparison with natural gas because oil hasn't been reacting to the potential supply loss related to the geopolitical factors that you mentioned, so Israel-Hamas, potential Israel-Iran as well. And that's because of the amount of OPEC spare capacity that's currently in the market. So about 5 million barrels per day. The market is very comfortable that if we did have a major supply loss, there would be that capacity to offset that. Going forwards, when we look at our balances, Q3 looks relatively tight. So OPEC met at the start of June. They agreed to roll those cuts to the end of Q3. However, when we look at 2025, the balance loosens significantly. So demand growth is slowing down, about 1 million barrel per day we expect in 2025. Non-OPEC supply growth also very strong. So OPEC will probably need to hold off on their production increase that they've penciled in for 2025. And if they don't, and if we do have, say, a breakdown of group cohesion, we could see significantly lower pricing than our current forecast around $80 for 25. $80 pour 2025 selon notre géologue et analyste pétrole et gaz. Donc vous avez suivi ce qu'a dit Joël sur le gaz. On est évidemment conforté dans une prévision finalement assez douce. Hein. Vous avez 72% de stock de gaz. C'est un record, en tout cas, qui match le record de l'année dernière, avec une consommation de gaz qui s'écroule littéralement un peu partout, hein, pas seulement en Europe, aux US, mais en tout cas en Europe en particulier, avec depuis l'invasion de l'Ukraine, cette espèce d'accélération de l'électrification, en plus du réchauffement climatique. On a moins de gaz et finalement, on va avoir de la production de gaz qui va arriver en 2025-2026. Donc, on est assez confiant sur le fait que le prix du gaz ne retrouvera jamais ces 340 €. Enfin, jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais les 340 € le TTF. Et puis, sur le pétrole, comme le disait Joël, on est à des capacités de 5 millions de barils jour disponibles de l'OPEC. On a les États-Unis qui produisent l'équivalent de 45% de la production mondiale de l'OPEP, de pétrole. Et on a un Trump qui peut arriver, qui nous dit « drill, baby, drill », qui veut rouvrir toutes les terres fédérales à l'exploration du gaz et du pétrole de schiste. Donc, évidemment, on a du mal à être très, très négatif, enfin, en tout cas, très hawkish sur les prix du pétrole. Je me tourne vers Bernard parce qu'une des grosses questions, et on a vu de la volatilité là-dedans, plein de questions autour des métaux liés à la transition, mais je commence d'abord par l'or, hein, c'est une de tes spécialités. Est-ce que on a vu le pic pour les niveaux de l'or d'ici la fin de l'année? Comment est-ce que tu vois le marché évoluer? Oui, alors, pour moi, l'or, cette année, ce qui était assez impressionnant, c'était comment le mécanisme de price discovery a passé de l'Ouest vers la Chine. Donc la Chine, qui est devenue le plus grand consommateur, producteur, importateur d'or, c'est maintenant devenu lui qui fait le setting du price. Donc malgré le fait que les taux réels aux États-Unis et dans l'Ouest étaient très élevés et que les Européens et Américains étaient en train de vendre de l'or, la Chine a pu surcompenser cette faiblesse ou cette pression à la baisse et faire que les prix arrivent à un niveau record. Maintenant, pour le reste de l'année, on va parler d'une réduction des taux de la Fed vers la fin de l'année. Donc je pense que ça devrait être, ou le moment où ça se passe, ça devrait être positif, un autre facteur positif pour l'or. Et on pourra avoir potentiellement l'or vers les 1400 et vers les 1500 en moyenne pour l'année prochaine. Merci Bernard. Et alors si on regarde un petit peu les métaux, alors l'or n'est peut-être pas le symbole, mais quels sont les métaux qu'il faut surveiller quand on parle de transition énergétique, hein? On a beaucoup de débats entre les métaux qui vont nous manquer, ceux qui vont peut-être finalement disparaître parce que plus on investit, plus on voit, typiquement avec le cobalt, on a moins besoin de cobalt dans les batteries qu'on ne le pensait. C'est quoi le métal qui symbolise ça et qu'il faut surveiller selon toi? Donc, dans les batteries, par exemple, tu mentionnais le cobalt. Je pense que dans les batteries lithium, le lithium restera à une quantité de consommation stable. On ne peut pas s'amuser à changer trop la quantité de lithium dans une batterie lithium, mais on peut changer la quantité de
manganèse ou de cobalt. Donc le lithium serait stable. Par contre, le lithium, il est relativement abondant dans la Terre et on pense qu'on va avoir beaucoup de production qui arrivera dans les années à venir. L'autre métal sur lequel il faudrait vraiment mettre le point, c'est le cuivre. Alors le cuivre, c'est des problèmes de sous-investissement accumulés au fil des dernières années. Ces sous-investissements font que pour les années à venir, on aura un déficit dans le marché. On a vu Cobre Panama qui ferme, qui a dû fermer, et donc on pense qu'il y aura un déficit structurel dans le marché pour les quelques années à venir. Il faut combien de temps pour qu'on ait une usine? Tu as un chiffre, je trouve, assez impressionnant entre le moment où on décide de produire du cuivre et qu'on trouve le cuivre jusqu'au moment où on produit, c'est une moyenne de 17 ans. Après, si on a déjà une mine et qu'on veut l'agrandir, on peut parler de 3 à 5 ans. Donc, c'est des investissements qui prennent beaucoup de temps. On est dans le temps long. On est dans le temps long. Et bien, justement, à propos de temps long, on dépasse un petit peu. Donc, merci beaucoup, Bernard. Merci, Joël. Donc, on voit le marché des matières premières. Ça va être encore quelque chose de très, très important à tout point de vue, à la fois géopolitique, la géopolitique de l'énergie. On est en plein dedans. Et puis, les métaux de la transition, c'est évidemment des choses. Vous savez qu'en Europe, on a ce Critical Raw Material Act, on doit avoir 10% de notre production qui est faite en Europe. On n'y est pas, loin de là, donc on a pas mal d'efforts encore à faire. Merci à tous les deux. Ça conclut cette session de notre Outlook, notre mid-year Outlook, de cette prévision de mi-année. Si je devais résumer le propos, c'est quand même de dire qu'on ne change pas vraiment cette idée que la croissance est là. On n'est pas si mal sur la croissance, on n'est pas si loin des potentiels. On est toujours sur de la désinflation. En revanche, on est bien évidemment sur des risques géopolitique, on a beaucoup parlé de guerre commerciale, on a beaucoup parlé des élections et notamment françaises et américaines. Tout ça, c'est du risque qui arrive, donc il faut vraiment avoir des allocations assez prudentes. On va publier un papier à la fin de la semaine, si tout va bien, qui reprendra tous ces éléments. Donc n'hésitez pas à le lire, à venir nous challenger, nous questionner et nous commenter tout ce que vous en pensez. Et puis évidemment, comme d'habitude, notre site internet vous est ouvert, de même que tous les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux. Mais encore une fois, il n'y a rien de mieux que de vous voir en vrai. Donc on sera ravis de discuter avec vous. Merci encore de nous avoir rejoints, chaque fois plus nombreux. Merci à vous et à la fin d'année pour voir la prévision de 2025, de ce qu'il faudra forcément ajuster à ces prévisions qu'on vous a présentées aujourd'hui. Merci à vous de votre présence. Thank you.